Allô tout le monde, c'est Marielle. Très contente de vous retrouver ici et de vous partager la conversation que j'ai eue avec Florence Brouillard, la présidente d'une firme de communication spécialisée en relations publiques. Dans le podcast d'aujourd'hui, on parle de comment les relations publiques peuvent nous aider à mieux vivre les menstruations. Florence nous explique la différence entre de la désinformation et de l'aveuglement volontaire comme stratégie de communication. Et elle nous partage son expérience personnelle sur comment elle intègre son cycle menstruel dans sa vie. Bonne écoute! Le niveau d'arsenic dans les tampons bio est beaucoup plus élevé. Donc là, tu as le choix ou tu as 30 produits toxiques. Ou tu as de l'arsenic. Oh my God. Est-ce qu'il y a de la désinformation? Il va toujours en avoir, absolument dans tout. Puis tout ce qui a trait à de la santé, malheureusement, je veux dire, c'est un fait dans absolument tout. Là. De se responsabiliser, à valider. Puis d'aller voir. Mais les gens le feront pas. Les gens le feront pas. Mais j'entends ce que tu me dis, là. Je suis tellement d'accord avec toi, mais je veux dire, moi, la première, j'ai mis des tampons toute ma vie. Puis c'est la première fois que j'entends le fait qu'ils sont blancs et donc, c'est sûr, c'est pas naturel. J'avais jamais pensé à ça. Tu sais, c'est tellement ancré comme réflexe. Tu as des menstruations, t'achètes des tampons, des serviettes, puis tu te poses pas de questions. On nous a pas appris à poser la question. Puis j'ai arrêté de prendre la pilule après ce moment-là et j'ai redécouvert mon cycle. Parce que force est d'admettre que t'es pas la même personne prémenstruelle que quand t'as vulve. Même que t'es probablement les deux personnes les plus différentes au monde. J'ai commencé tranquillement à travailler avec mon cycle pour idéalement optimiser mes périodes d'énergie, de grande concentration et me donner du lousse dans mes périodes où c'était plus difficile pour des raisons hormonales, parce que j'ai vraiment envie de pleurer chaque fois, chaque mois. Hey, salut Florence, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce que tu vas commencer par te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Avec grand plaisir. Je m'appelle Florence Brouillard. Je suis à la tête d'une firme de communication spécialisée en relations publiques qui s'appelle Brouillard, facile à retenir, qui existe depuis 37 ans maintenant, mais je n'ai pas encore 37 ans et donc je n'ai pas fondé l'entreprise. C'était l'entreprise de mon père que j'ai achetée. Et voilà, je suis une jeune femme curieuse et j'ai l'impression sympathique. Ah, t'es très sympathique. Je suis très sympathique. Oh. Merci de m'encourager là-dedans. Qui a découvert d'ailleurs tes produits très récemment et je trouve ça fantastique. J'aime tout. J'ai très hâte d'essayer mon premier disque, c'est ça? C'est pas une coupe, mon premier disque. Ben, c'est une coupe de type disque. Là. C'est une coupe de type disque. Les deux sont bons. T'sais. Voilà. Cool. Donc, voici. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que ce que j'ai réalisé, moi, en me lançant dans le projet Fornix, j'étais très naïve. Puis je pense que ça prend beaucoup de naïveté pour se lancer dans ce projet-là. Parce que sinon, je pense pas que je l'aurais fait. Là. Puis là, au début, j'avais écrit aux journalistes. Et là, c'est quelqu'un qui m'a fait me rendre compte que non, Marielle, ça te prend une relationniste de presse. Mm-hmm. Et là, je réalise que vous avez un très grand rôle à jouer dans comment on peut mieux vivre les menstruations en société. Puis c'est pour ça que j'étais intéressée à savoir comment ça marche, les dessous du métier. As-tu des trucs pour nous? Veux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça fait, une relationniste de presse? Bien sûr. Il y a beaucoup de monde qui pense comme moi, d'ailleurs. Oui, exactement. La majorité des gens vont lire, écouter les médias, peu importe, puis avoir l'impression que tout le contenu qu'ils consomment, c'était simplement l'idée d'un chef de pupitre ou d'un journaliste d'aller couvrir ce sujet-là. Bien sûr, ça arrive, surtout pour l'actualité pure et dure. Mais donc, des relationnistes de presse, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le pont entre des individus ou des organisations ou des entreprises et les médias. Donc, on est comme la courroie de transmission à travers laquelle les médias peuvent aller, disons, chercher de l'information pour couvrir des sujets. De façon générale, évidemment, couvrir des sujets de façon positive. On en parlait un peu plus tôt, quand tu as lancé ton produit, donc tu as travaillé avec une de mes collègues et amies qui, donc, faisait la courroie de transmission. Donc, elle décèle c'est quoi les messages clés qui ont un potentiel d'intéresser les médias. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas le contenu publicitaire, par exemple, qu'on utilise pour vendre un produit, n'est pas le même que le contenu qu'on va utiliser pour s'adresser aux médias. On ne parle pas de la même façon. Parce qu'on est en B2B2C quand on fait du PR, alors que quand tu fais de la publicité de façon directe auprès de ton consommateur, tu es en B2C directement. Donc, tu dois démontrer les avantages concurrentiels de ton produit, parler de prix, parler de disponibilité. Avec un média, on travaille beaucoup plus dans le storytelling, l'histoire derrière la création d'une entreprise, d'un produit. Quel problème ça résout pour le consommateur, pour la société. Donc, c'est ce que nous, on fait. On package, si on veut, en gros français, pas français, des histoires autour d'individus
autour d'organisations, autour de produits. Maintenant, tu sais, nous, on peut travailler autant auprès des politiciens également. Ça, on va plus appeler ça des attachés de presse. Oui, exactement, des attachés de presse. Auprès des artistes, encore une fois, des attachés de presse. Mais ça, c'est quand même un peu différent que certains autres types de relationnistes parce que les artistes ont une aura de façon générale qui fait que les médias ont envie de couvrir ce qu'ils font. Ils sont connus, c'est des célébrités, évidemment pas tous. Même chose un peu pour les politiciens, vu qu'ils ont des comptes à rendre au public, ben les médias leur courent continuellement après pour leur parler. Donc, c'est pas la même job parce que tu es beaucoup plus dans une job de chien de garde du message. Alors que quand tu fais beaucoup d'entreprises privées, ce que moi je fais beaucoup, tu es toujours en train de faire une vente aux médias, de montrer comment l'histoire de cet entrepreneur-là, l'histoire de ce produit-là, le lancement de telle affaire est extraordinaire et mérite l'attention du public et donc du média. Donc voilà, notre job en est une de vente et elle est... je sais pas si on peut dire qu'elle est essentielle, franchement, parce qu'il y a des entreprises qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire à communiquer directement avec les médias. Mais force est d'admettre qu'ils reçoivent énormément de contenu, beaucoup de communiqués de presse par jour, puis évidemment, il y a comme une espèce de gage de, je dirais pas de qualité, mais aussi un gage de confiance quand ça vient d'une entreprise qui existe depuis un bout de temps, qui est une agence de relations publiques, une agence de relations de presse, qui leur envoie des pitchs, qui leur envoie des invités, qui leur envoie des communiqués. Ils savent qu'ils vont parler avec un relationniste qui connaît les codes, qui ne demandera pas toutes les questions d'avance, qui ne va pas demander d'autoriser le contenu parce que ça ne se fait pas vraiment, qui va comprendre les deadlines, qui va comprendre la dynamique du journaliste, qui va comprendre que le journaliste, si c'est un journaliste, parce qu'il existe quand même beaucoup de types de médias, parce que, mettons, un animateur n'est pas nécessairement un journaliste et vice-versa, va essayer de traiter l'information d'une certaine façon selon son médium, que ce soit à la radio, à la télé, médias écrits, le balado maintenant. C'est quand même intéressant parce que ça fait partie, pour nous les relationnistes, d'une des options pour avoir de la visibilité, mais c'est pas considéré comme un média de façon officielle. Et c'est intéressant parce que c'est comme un nouveau média. Mais est-ce que tu penses que ça va le devenir, considéré comme un média officiel? Parce qu'en ce moment, je pense que c'est pas inclus comme dans l'UDA, mettons, les artistes. Je te dirais que la différence, en fait, pour moi, moi, je le considère autant. C'est-à-dire que pour moi, si je réussis à décrocher une entrevue, puis là, je peux faire sourciller des gens, mais ça ne me dérange pas parce que c'est la vie. C'est rendu, pour moi, équivalent d'avoir une entrevue de fond dans la presse que d'être invité dans un balado d'1 heure pour mon client. Pour plein de raisons. Puis j'aurais pas dit la même chose il y a quelques années, évidemment. Ceci étant dit, ce qui est un peu dommage, puis c'est la raison pour laquelle je vais pas considérer que nécessairement le balado est un média à proprement parler, c'est qu'il n'y a pas d'organisation qui encadre les animations, les balados, quoi que ce soit. Alors que les médias, c'est régi. Ouais. Je veux dire, il y a le CRTC qui existe, il y a un certain code d'éthique qui est important à concevoir. Techniquement, un journaliste à proprement parler ne peut pas recevoir de cadeaux, de pots de vin. Bon, ça reste très flou, puis on n'est plus en 1970 non plus. Mais où je veux en venir, c'est que oui, en termes de visibilité et de rayonnement pour mon client, d'aller dans un balado, c'est parfois plus intéressant que même d'aller à la télévision. Ceci étant dit, considérant le fait que la personne qui va lui poser des questions n'est peut-être pas quelqu'un qui est formé pour ça, n'est peut-être pas un journaliste, n'est peut-être pas un animateur de formation, est-ce que ça fait que je considère pas que c'est un média? C'est une bonne question. Je pense que je te dis ça aujourd'hui, puis j'aurais pas un consensus avec moi-même si tu me reposais la question demain. Non, mais sachant que c'est pas la même réglementation, c'est ce qui distingue. En fait, c'est qu'il n'y a pas de réglementation dans le balado. Puis on en parlait un petit peu plus tôt, tu sais, puis j'ai souvent nommé publiquement que je trouve qu'il y a trop de balado et qu'il y a trop, en fait, je trouve pas nécessairement qu'il y a trop de balado comme je trouve qu'il y a trop de mauvais balado. Puis ça, c'est un enjeu parce que... Qu'est-ce que tu définis par mauvais balado? Où on n'apprend rien. OK, que l'intention n'est pas là. Que c'est complaisant. En fait, puis, sais-tu quoi? Je réfléchis pendant que je parle. J'ai jamais évoqué ça. Et puis, c'est le ton du balado, hein? Super. Mais je pense que c'est bon pour toi et moi de nous faire réfléchir. Ouais. Tantôt, tu viens de me demander, est-ce qu'un balado, pour toi, est un média? Puis, je pense qu'elle est là, la différence, parce que il y a véritablement des podcasts qui ont un objectif précis en termes de transmission de savoir, de transmission d'informations, de pédagogie ou de discussion pour aller chercher des histoires plus profondes parce que le format s'y prête. T'sais. Quelqu'un se livre beaucoup plus en podcast parce que tu lui parles longtemps et le cadre est beaucoup moins rigide et la personne se dégêne que dans une entrevue où elle vient pousser un sujet.
Et le contexte physique aussi. Le contexte là, physique. Ici, c'est une petite pièce, on a l'impression d'être dans le ça salon. sent indien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Le T'as plateau. tout à fait raison. Le plateau avec beaucoup de monde, bon, ça peut être oppressant, c'est beaucoup plus stressant. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises privées particulièrement ou de grandes organisations qui ont décidé à l'interne de lancer un balado pour créer du contenu à valeur ajoutée ou pas, parce qu'ils ont compris que les individus sont intéressés par ces segments de contenu-là sur les plateformes sociales, puis que tant qu'à faire des publications sur leur métier, leur expertise, peu importe, ben en tant que banque, ils vont plutôt asseoir une personnalité connue qui va animer ce fameux balado avec quelqu'un, puis ils vont parler, par exemple, de leur rapport. On jase, là. Honnêtement, j'ai pas dit en tête précise, mais ils vont parler de leur rapport, par exemple, avec l'économie ou avec leur argent. Bon, là, ça crée du contenu qui vient de l'entreprise, puis ça permet de vivre sur les réseaux sociaux. Puis c'est un format qu'on voit énormément depuis quelques années. On les regarde, ces segments-là. Notre attention span est rendu très court, c'est un peu épeurant. Donc, ce contenu-là, c'est une bonne façon de hook les gens sur les plateformes sociales, puis après qu'ils reviennent, bon, puis écouter le balado sur quelques plateformes ce soit. Donc, où je veux en venir, ça, pour moi, c'est pas du média. Parce que c'est une entreprise privée ou une entreprise quelconque qui décide de créer de la discussion, de créer du contenu. Ceci étant dit, c'est considéré quand même comme un média. Donc, comme on le disait, c'est vraiment pas encore régi. Mais c'est pas parce que je considère que c'est pas un média qu'à mon sens, ça vaut pas plus la peine que mon client est là. Non, c'est ça l'affaire. Mais c'est important, je trouve, la distinction que tu fais entre les deux, parce que, tu vois, c'est peut-être pour ça que moi, que je suis allée vers le balado, parce que j'ai toute la latitude. Il n'y a pas personne me dire, on veut pas en parler de ce sujet-là, c'est plus tabou. Dans absolument, mais absolument. C'est ça qu'on se fait dire. Puis il n'y a pas juste ça, en fait. Dans ton cas, par exemple... dans l'industrie des menstruations. Dans l'industrie des menstruations, mais au-delà de l'industrie des menstruations, je te dirais, le média a un espace limité. Puis ce qu'on se fait beaucoup répondre quand on est relationniste, c'est « Ah, mais j'ai couvert le sujet ou j'ai couvert une entreprise similaire il y a 3 semaines, 1 mois. » Puis même, je te dirais, le mois passé, c'est pas encore assez loin. Donc là, toi, ça te permet de créer une récurrence avec ton contenu que, comme tu viens de le dire, tu contrôles de A à Z. Puis tu peux en faire à l'infini. Tu me disais, tu en as fait 40 depuis le mois de février. C'est énorme là, comme quantité. Pas publié, mais quand même, c'est énorme en termes de temps d'enregistrement puis de contenu exceptionnel que tu peux partager. Tandis que des articles, si tu n'as pas lancé plein d'autres produits, honnêtement, si tu en avais eu 10, écoute, ce serait vraiment exceptionnel depuis le mois de février. Fait que tu n'as aucune possibilité d'atteindre ce niveau de visibilité-là à travers le média traditionnel. Puis c'est un jeu dangereux là, dans lequel je m'aventure, dans ce de quoi je te parle, parce que je suis relationniste de formation. Puis moi, j'observe beaucoup mon métier changer parce que la relation de presse n'est vraiment plus ce qu'elle était. Il y a moins de médias, il y a moins de journalistes, il y a moins d'espace. Puis au-delà de tout ça, les gens consomment beaucoup moins le média traditionnel. Puis c'est désolant. Ça peut être désolant, en fait. Puis oui, c'est désolant parce que c'est une source d'information crédible et importante. Mais je pense que ça sert à rien d'être désolé. Il faut juste passer à la prochaine étape. Et c'est la raison pour laquelle, moi, en tant que relationniste, je suis plus à la période où ce à quoi je pense d'emblée quand je fais une stratégie pour mes clients en relations publiques, c'est les relations de presse. Pour bien d'entre eux, ça fait partie de la stratégie, mais c'est quasiment une cerise sur le sundae, alors qu'avant, c'était le chemin principal. Ben, tu sais, mais il faut s'adapter, là, parce que sinon, on va laisser passer le train. Puis, absolument, absolument. Puis là, je vois aussi la tendance là, dans les dernières années là, au Canada, c'est que je trouve qu'il y a de la désinformation, ou plutôt comme de jouer un petit peu sur la peur. Je t'explique, il y a différents joueurs là, au Canada qui se sont lancés dans des produits alternatifs aux tampons puis aux serviettes. Puis là, ce qui se passe, c'est que ces compagnies-là démonisent l'utilisation des tampons en disant « Ceux-là, les tampons commerciaux, ils sont pleins de produits toxiques et tout ça, en se basant sur des études. » Et il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, d'études. Là. Non? Il y en a très peu. Il y en avait une dans les années 80. Moi, quand j'ai commencé Fornix, je dis « Hey, non, j'ai ben trop peur de me faire poursuivre par ces compagnies-là. Moi, j'embarque pas là-dedans. Ouais. » De toute façon, il y a tellement d'autres avantages. Juste au niveau santé, mettons les coupes menstruelles, c'est le fait que ça soit non-absorbant que c'est meilleur pour la santé. Parce que ça absorbe pas toute l'hydratation naturelle, les globules blancs. Si tu te mets une ouate, là, quand tu vas chez le dentiste, quand tu vas chez le dentiste, tu te mets jamais une ouate toute la journée dans la bouche. Ça serait très parce agréable. Que ça absorberait toute
ton Ta hydratation. muqueuse. OK, oui, oui, je comprends. J'avais jamais pensé à ça. Muqueuse. Puis, donc, moi, juste avec ça, côté santé, j'étais correct. Fait que j'avais pas besoin et je pouvais dire, en parlant de moi, parce que moi, je viens du monde des affaires, là, et un principe de base, c'est que tu ne parles jamais de tes compétiteurs. Tu sais, tu parles de toi, comment toi, tu te démarques. C'est un choix marketing. Ça. Ben, c'est ça, Mais exactement. pense au Scott Towel. Toutes les pubs de Scott Towel se comparent aux compétiteurs. Ben, Non, mais c'est un bon exemple parce que c'est eux, ça, tu sais, il y a différentes eux, ils le font. façons C'est sûr de que c'est un voir. produit de consommation courante, c'est un choix éditorial, on est d'accord. Mais là, donc, ce que tu essaies de dire, c'est qu'il y a des produits, donc, dans le marché qui démonisent d'autres produits. Alors que, en prétendant que leurs produits sont sans produits toxiques. Et en se basant sur, mais là, je pense à une étude qui est sortie au mois de juillet. Parce que là, avant le mois de juillet 2024, on avait juste une étude des années 80. Moi, quand j'ai commencé là, à être menstruée, ma mère, elle avait juste des serviettes. Et moi, là, j'ai détesté ça. La première fois que j'ai mis une serviette, là, j'avais Ça marché colle, comme un pingouin, ouais. puis sensation Moi aussi, humide. ma mère mettait juste des serviettes. Je pense que les tampons, je n'en avais jamais vu. Ben, moi, là, j'allais m'acheter mes propres tampons. Puis ma mère était « Oh non, mais je t'en prie, Marie. » Mais je pense qu'il y avait beaucoup à l'époque de misconceptions sur ce que ça représentait par rapport peut-être à la virginité. Ça se peut-tu? Ah non. Non? Moi, c'était vraiment les produits toxiques parce Ah que ouais, hein? c'était blanc. Et ma mère savait que Ben oui, ça elle peut avait pas- lu ça cette peut pas être étude. blanc. Ça peut pas être blanc à Et ce là, point-là. donc, juste si tu penses au chlore ou au blanchissant, là, Oui, peu oui, importe, oui. là, qu'est-ce qu'ils prennent. Donc, elle, c'était assez pour elle. OK. Puis là, j'étais, mais tu sais, à 13, 14 ans, maman, de quoi tu T'en parles? fous, ouais. Ben non, mais c'est pas ça. C'est de quoi tu parles? Le gouvernement laisserait jamais des compagnies vendre des produits avec des produits toxiques. Puis là, les compagnies, là, jamais quelqu'un va se lancer en affaires en vendant quelque chose que tu sais que c'est toxique. Well, Mais non, mais c'est ça. C'est ça. Fait que là, quand la mode après, en 2024-2025, là, qui est partie des compagnies qui se basaient, qui citent cette étude-là, donc c'est l'université de Berkeley en Californie, oui, c'est ça, qui a fait une étude sur les tampons. Les tampons qui sont vendus en Europe et au UK et aux US. Et là, ben dans le fond, ce que ça dit, c'est que les tampons, incluant les tampons faits de coton bio, ouais. ont plein de produits toxiques et que, mais par contre, le niveau, ben il y a beaucoup plus de produits toxiques. Mettons 30 produits toxiques dans les tampons commerciaux, mais Il y en a moins dans les bio. mais le niveau d'arsenic dans les tampons bio est beaucoup plus élevé. Donc là, tu as le choix ou tu as 30 produits toxiques. Ou t'as de l'arsenic. Oh my God. Fait que, mais c'est ça. Mais là, l'affaire, parce que là, je me suis rendu compte. T'écoutes-tu Avant le crash? Non, j'ai écouté quelques mais épisodes. non, mais c'est parce que là, l'émission, au moment où on tourne, la nouvelle saison vient de commencer. OK. Et une des premières phrases, c'est les monstres, c'est pas ceux qui font du mal, c'est ceux qui laissent les autres faire du mal. Ouais. Et là, je sais que, oh my God, prise de conscience, en disant rien, est-ce que c'est moi qui deviens le monstre? Fait que là, je suis comme en gros, et je n'ai pas la réponse, je le sais pas, je suis vraiment en phase de réflexion. Fait que là, bref, ma question. Mais c'est un non, long c'est bon. préambule. Oui, mais j'ai compris. Pour dire où est la ligne entre la désinformation et une stratégie marketing. Et surtout dans l'industrie dans laquelle on est. Il y a une différence en dire que ton service IT est vraiment bon. Puis finalement, mais, tu sais, dans le IT, il va tout le temps avoir des embûches. Naturellement. Donc, il n'y a pas de bonne réponse à ta question parce que, ben, comme je te disais, c'est un choix éditorial. Puis ce serait un choix éditorial de ton côté aussi, un choix de positionnement que de décider de t'en prendre, par exemple, à d'autres entreprises qui, tu le sais, pour des raisons que tu connais, que tu viens d'évoquer, vont se positionner comme étant non toxiques ou autres, et ils le sont finalement. Maintenant, ça reste vraiment un choix de positionnement. Est-ce que toi ou ta compagnie, puis c'est deux choses, parce que toi et ta compagnie, c'est pas la même affaire, vous pouvez avoir des discours Exactement, très différents. ouais. Puis, mais en quoi le pointer du doigt va faire avancer ton objectif? Ça dépend toujours de tes objectifs. T'sais, Non, c'est ça. Ça revient à, je pense que de faire d'informer de façon générale, par exemple, comme là, tu le fais à travers un balado, ou de façon récurrente, mais de pointer du doigt
un autre, pour moi, ce sera jamais la bonne. Moi, je suis un peu contre cette stratégie en tout temps pour tous mes clients, sauf dans des cas vraiment exceptionnels, parce que c'est pas non plus représentatif de moi, mes valeurs profondes. Moi, je pense que dans la vie, il faut apprendre à rayonner soi, son produit, son entreprise, quelle qu'elle soit. Puis s'il y en a qui le font, puis qui mentent autour, ben ça va s'évanouir naturellement. Je vois pas pourquoi ce serait moi qui devrais les pointer du doigt ou qui devrait... Bon. Puis c'est le même raisonnement que j'ai envers mes clients, parce que je pense que c'est de pas c'est de l'information, mais c'est juste de l'énergie inutilement déployée à essayer de contrôler quelque chose qu'on contrôle pas. Maintenant, that's my two cents. De Florence, personnellement, et qui l'applique auprès de ses clients. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a de la désinformation? Il va toujours en avoir, absolument dans tout. Puis tout ce qui a trait à de la santé, malheureusement, tu sais, je veux dire, c'est un fait dans absolument tout, là. Tu sais, les médicaments à cause des effets secondaires qui font que tu as d'autres maladies puis tu as besoin d'autres médicaments. Je veux dire, name it, il y a des produits toxiques dans le 3/4 des choses qu'on utilise. Est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire? Est-ce que c'est que on n'est plus capable de vivre sans ce niveau d'aseptisation dans les produits qu'on consomme et donc le gouvernement en tolère une certaine quantité? Je ne suis pas experte, je le sais pas. Mais chose certaine, je pense pas qu'on peut considérer vraiment que c'est de la désinformation, sauf si c'est un mensonge pur et dur. Puis il faut beaucoup plus capitaliser sur l'information positive que l'inverse. Puis il faut aussi voir venir, j'ouvre la porte, dans les courants marketing qu'on voit arriver dans les prochaines années. Puis ça risque d'arriver beaucoup plus tôt que tard. On est vraiment en retard au Québec. Mais notamment avec l'intelligence artificielle depuis 1 an, ce qui se passe partout dans le monde est assez fascinant parce que, bon, il y a de la désinformation dans le média, il y en a toujours eu, il y en a de plus en plus, bon, depuis peut-être la fin des... En 2015 puis 2020, là, il y a eu une grosse apogée. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui permet de créer ce qu'on appelle les deepfakes, donc de la fausse imagerie, du faux contenu, parce que d'habitude, les images, c'est comme la preuve que quelque chose s'est passé. Puis maintenant qu'on est capable de créer des fausses images très rapidement pour justifier quelque chose, pour justifier un narratif, pour justifier une position, on va rentrer dans un écosystème puis un espace dans nos sociétés où ça va être très difficile de départager le vrai du faux. Sachant ça, il va y avoir un combat contre la désinformation très important à faire. Mais nous, on n'est pas encore rendu là, puis on ne l'a pas encore énormément vécu au Québec puis au Canada. Et donc, à mon sens, tu fais bien de réfléchir à tout ça, mais focus sur ce que toi, tu fais de bien, mon Dieu Seigneur. Focus pas sur le reste. Non, c'est ça. Mais c'est important, je trouve. Tu sais, c'est pas tant un conseil nécessairement pour moi, quoi faire ou tout ça. Je suis encore en période de réflexion. Mais, en tout cas, tu me rassures un peu, là. C'est ce que je comprends. Je suis peut-être pas un monstre de rien faire. C'est correct. Selon ma position. Je comprends ce que tu veux dire. Mais de toute façon, je pense pas que mais tu fais pas rien parce que tu le nommes, là. Mais est-ce que... T'as raison. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu pourrais véritablement faire? T'écris une lettre au gouvernement, tu fais du lobbying, tu peux faire ça. Ça, c'est ce que tu peux faire à titre de citoyenne engagée. Oui, mais en même temps, Catherine Fournier nous l'a dit, là, quand même bien que t'as une motion, qu'est-ce que ça va changer? D'accord. Puis, c'est pas si simple. En fait, ma question est plus pour que chaque personne qui va voir des informations de se responsabiliser à valider. Et d'aller voir. Mais les gens le feront pas. Les gens le feront pas. Mais, j'entends ce que tu me dis, là. Je suis tellement d'accord avec toi, mais je veux dire, moi, la première, j'ai mis des tampons toute ma vie. Puis c'est la première fois que j'entends l'histoire le fait que... OK, j'ai fait ça, ça me fait rire. Le fait qu'ils sont blancs et donc, c'est sûr, c'est pas naturel. J'avais jamais pensé à ça. Tu sais, c'est tellement ancré comme réflexe. T'as des menstruations, t'achètes des tampons, des serviettes, puis tu te poses pas de questions. On nous a pas appris à poser la question. On nous a appris à poser d'autres questions, par exemple. Mais celle-là, c'était vraiment un raccourci. Fait que t'as raison qu'il faut responsabiliser, puis je pense que là, tu l'as la clé. Dans un balado comme celui-là, t'es pas un monstre parce que tu donnes des outils éducatifs. Puis t'es pas un monstre parce que t'as créé un produit qui contre positivement l'utilisation. Fait que t'es dans la solution. Est-ce que la solution, c'est d'aller pointer du doigt l'autre? Moi, je penserais jamais que oui. T'sais. Non, c'est ça. Mais comment qu'on fait? T'as-tu des trucs créatifs? Parce que moi, j'aurais jamais... Ben moi, en tant qu'entreprise qui vend un produit et qui est très transparent et qui pose les actions aussi, là. Il y a beaucoup qui disent « Ah, on est très ci, ça », puis finalement, ils le font pas, dans ils les sont actions, pas c'est vide, là. T'as-tu parce que j'aurais jamais les budgets. Moi, mon produit, il est réutilisable jusqu'à 10 ans. Je t'en vends un. T'en vends un, oui. Puis tu ne vois plus jamais. C'est même un statement qu'on vend pas de savon. Je vais pas te vendre un... Moi,
je veux contribuer à l'équité menstruelle. Je ne vais pas te vendre un savon qui est 10 fois plus cher minimum. Qu'est-ce que ça veut dire, l'équité menstruelle? L'équité menstruelle, là, c'est que chaque personne puisse vivre ses menstruations de manière informée. Donc, on pense souvent à l'équité menstruelle que c'est seulement au niveau financier. Ouais. Bon, l'équité menstruelle, tu n'as pas de produits menstruels et tout, mais non, l'équité menstruelle aussi, là, c'est d'avoir accès à toute l'information. Tu sais, ça, là, les tampons, là, puis moi, là, quand j'avais 13 ans, là, j'ai pas su, mais maintenant que c'est pas la faute à personne, on n'avait juste pas les études à ce moment-là. Puis on n'avait pas ces produits-là non plus. Il n'existait pas d'autres alternatives à l'époque, je crois. Oui. Les coupes menstruelles depuis 1934. T'es Mais sérieuse? Ben oui. OK, mais moi, pas de silicone de qualité médicale, par contre. OK. En quoi? En caoutchouc. La première coupe menstruelle, là, c'est 1934. Puis c'est une actrice, dans le fond, qui devait être sur les plateaux de tournage très, très longtemps. Trop des longues heures. Alors, elle, c'est vraiment le côté pratique qui a fait créer ce produit-là. Mais là, justement, en 1934, là, je laisse le bénéfice du doute. Là. Peut-être qu'ils se sont dit, peut-être que dans le caoutchouc, il y a des éléments toxiques. Donc, pour protéger les femmes, on va y aller avec du coton ou d'autres produits. Okay. Non, écoute, je sais pas. Je laisse le bénéfice du doute. Parce que les là. tampons ont été inventés quand, on le sais-tu? À peu près dans ces eaux-là. Là. Okay. Donc, le choix... OK, le choix existe. Du moins, il y avait une option potentielle. Les entreprises ont poussé plus les produits jetables, évidemment. Que, c'est plus rentable. Mais aussi, notons-le, c'est que silicone de qualité médicale, là, c'est pas une terminologie protégée. Là. Mais fondamentalement, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que l'appât du gain versus la santé, c'est deux choses différentes, tout simplement. Oui, mais là, moi, ma question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de l'industrie des produits menstruels au Canada? Est-ce que ça serait pas plus rentable? Est-ce qu'il y a quelques gros joueurs ou c'est plusieurs petits? Ça dépend. Il y a des gros joueurs pour les commerciaux. Ouais. Puis dans les produits, les nouveaux produits, là, tu vois, de coton bio ou de bambou. Parce que là, le bambou, là, moi, j'étais là, c'est la solution à l'arsenic dans le coton. Ouais. Mais là, non, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, Marielle, le bambou, là, c'est du bois. Pour transformer du bois en une fibre même de tissu ou pour des produits menstruels, c'est traité avec full de produits chimiques. Il n'y a pas d'issue. Mais non, mais c'est ça. Alors que ce qui est dit, comme at large, publiquement, c'est des produits, enfin, sans... On a l'impression que c'est en bambou, donc on sauve la planète en plus. Puis, non. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je suis là comme... Mais et comment ces entreprises-là aussi abordent... Parce que tous les influenceurs ou les professionnels qui parlent de ces produits-là nous disent tous aussi que c'est sans produits toxiques. Mais elles ne font que répéter ce qu'il leur est dit, tu sais. Puis, tu sais, même, j'avais fait une entrevue avec une journaliste super sympathique et tout. Puis après l'étude qui est sortie, elle a fait une entrevue avec une autre entreprise et elle disait que c'était sans produits toxiques, mais en même temps, les journalistes, ils ont un code d'éthique, mais c'est pas des chatbots, là. Non. Puis, ils font leur recherche de façon générale, puis il y en a qui le font plus que d'autres. Ça dépend de la posture aussi dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que parfois, il y a certaines personnes qui ont un potentiel de croire davantage selon leur histoire. Puis, par exemple, si une entreprise a développé des produits en disant qu'ils sont une alternative et qui se veulent pas toxiques, ça se pourrait que le journaliste aille dig deep. Mais to be honest, il y a peu de chance parce que d'emblée, on s'entend que ça serait déjà une solution miracle et donc à la personne dit probablement la vérité. Maintenant, ça dépend de l'éthique au-delà du journalisme et de la personnalité de chaque personne, là, puis ça dépend de leur style, mais force est d'admettre que la personne risque le journaliste risque de croire. Mais c'est ça, fait que c'est pas de la faute des journalistes, pas de la faute des influenceurs. Alors là, je me dis, c'est ça, c'est où la ligne entre la désinformation? Mais donc, il n'y a pas d'issue. Le moyen, c'est vraiment la sensibilisation, puis l'information pour l'équité menstruelle. Puis on peut se faire des choix éclairés. Tu sais, je sais pas à quel point, par exemple, tu écoutes l'émission L'épicerie. C'est assez fascinant de constater comment le marketing alimentaire nous berne très, très, très souvent. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est accepté, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'ils nous mentent? On peut décider que certaines entreprises, oui, non. Je pense que c'est une question de posture. Parfois, c'est plus évident que d'autres, mais il y a toujours moyen de contourner la réglementation. Puis la réglementation doit être faite, oui, en fonction, par exemple, des citoyens puis de la santé, mais soyons honnêtes, sans les entreprises privées qui vendent des produits puis qui sont installées ici, ben l'économie va moins bien. Donc, tu sais,
Il faut qu'éventuellement des grandes entreprises changent de façon intrinsèque leur processus, leurs ingrédients. Ça coûte plus cher, c'est pas simple. Parfois même, ça empêcherait la production de leurs produits parce que leurs produits ont été réfléchis complètement en dehors de ces paramètres-là qui visent la santé et le bien-être et qui sont infiniment importants aujourd'hui parce qu'on est plus éduqués puis on est rendu là, puis la santé, bon, etc. Donc, tu sais, toutes les industries sont pas rendues au même endroit, toutes les entreprises n'ont pas le même pouvoir non plus. Puis c'est aux citoyens, effectivement, dans tous les cas, de s'informer. Fait que plus on en parle, plus les gens ont la capacité de s'informer, mais aussi rentre en compte là-dedans un niveau d'éducation, un niveau d'intérêt réel. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt. Puis là, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, parce que là, il y a des entreprises qui font le choix de faire des coupes menstruelles, parce qu'il y a peut-être 2000 sortes de silicone, là, et ils font le choix, parce que le silicone de qualité médicale, c'est plus cher que le silicone de grade alimentaire. Ils font le choix conscient d'utiliser du silicone de grade alimentaire. Ouais. Puis là, l'affaire là, que j'ai appris récemment, là, c'est que le danger, c'est que c'est dans le milieu acide, donc dans le vagin, ça va se désagréger. Tu comprends? Oui. Mais là, quelqu'un qui fait le choix de prendre du silicone de grade alimentaire là, au Québec, là, comment que... Puis là, finalement, il y a une étude qui sort puis qui dit ça. Quel impact ça peut avoir sur cette entreprise-là? C'est-tu le même principe que, ben là, tu sais, du marketing, de toute façon, c'est pas une expression protégée? C'est relatif, en fait, parce que je pense que dans le cas qui nous préoccupe, il n'y a pas assez de conscientisation sociale sur l'importance d'avoir du silicone de grade médical plutôt que de grade alimentaire pour des produits menstruels. Si c'était common knowledge, toutes les femmes savaient ça, c'est évident, puis c'est quasiment une honte de penser d'utiliser du silicone de grade alimentaire. Évidemment, là, ça pourrait faire un tollé. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a très peu de chances que ça ait des répercussions, sauf si un journaliste, possiblement plus une journaliste, tombe là-dessus, s'intéresse au sujet, décide de creuser et se rend compte que volontairement, pour sauver des coûts, l'entreprise utilise un produit qui n'est pas propre à cette utilisation-là, mais ça prendrait un grand dossier de recherche et probablement quelqu'un qui est très, très motivé pour que ça donne ce qu'on souhaite que ça donne. Donc, ça change pas grand-chose. Puis là, on a parlé beaucoup de, OK, il faut faire de la sensibilisation. T'as-tu des trucs ou des astuces, des stratégies à privilégier? Bien, en fait, moi, de ce que je comprends des valeurs derrière ton projet puis ton entreprise, c'est de rendre accessible de l'information par rapport aux produits menstruels et véritablement, probablement, À la santé menstruelle, plus. Là, à la santé menstruelle? Oui. OK. C'est vraiment plus large. C'est vraiment plus large, même si tu as juste les produits que sont les deux. Ah, mais c'est-à-dire, OK, je pensais que tu parlais le projet du balado. Oui, pardon. Non, je parlais du projet de Fornix. OK, Fornix, on vend les produits menstruels et on veut aussi partager de l'information pour contribuer à l'équité menstruelle. Donc, l'équité menstruelle, ça va être informé, c'est la santé menstruelle qui est inclue dans l'équité menstruelle. Okay. Mais j'ai l'impression que simplement de continuer à en parler de façon continue. Tu sais, moi, tu vois, il y a quelques minutes, je te disais, ah oui, les premières coupes menstruelles datent de 1934. Je tombe en mode marchaise, pas littéralement, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose de très nouveau, très récent, très moderne, parce que moi, c'était jamais arrivé dans ma vie, puis pas jusqu'à ce que j'achète la mienne, mais avant qu'une autre femme m'en parle, avant, je me rappelle, c'est une collègue de travail, peut-être en 2016 ou 2017. J'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Je savais pas c'était quoi. J'ai été subjuguée quand elle me dit qu'elle mettait ça dans le lave-vaisselle. Je comprenais rien. Et donc... excuse-moi, je vais sauter là-dessus. On ne conseille pas de mettre au lave-vaisselle parce qu'il y a des résidus de savon. Je pensais que tu allais dire des résidus alimentaires. Probablement aussi, là. Oui. Probablement aussi. Ceci étant dit, où je vais en venir, c'est que dans ma tête à moi, qui est quand même une femme qui travaille, j'ai évidemment plein d'amis filles, je gère un bureau qui est uniquement féminin, donc, tu sais, des produits menstruels, j'en vois et j'en parle, puis, tu sais, moi, je suis le genre de personne qui met dans son agenda même les phases de son cycle pour l'arrimer avec. Il reste qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire, donc les stratégies, sont nombreuses, mais toutes celles qui permettent de partager l'information au plus grand nombre, puis de faire de la démocratisation, puis de la pédagogie, puis d'enlever les tabous aussi entourant, parce qu'il y en a encore beaucoup entourant le disque ou une coupe menstruelle par rapport aux tampons et aux serviettes qui sont probablement, corrige-moi, tu dois avoir les stats, pas moi, les produits qui sont les plus utilisés encore à ce jour, alors que, bon, c'est eux qui génèrent le plus de déchets. Tant qu'à moi, c'est eux qui vont le moins bien. Parce qu'il faut que tu échanges continuellement, il faut que tu en achètes, il faut toujours que, tu sais, coupe, c'est tellement simple, c'est tellement facile.
Je veux dire, non, mais moi, j'en achèterais à tous mes amis si je pouvais. Là. Puis celles qui me disent, ça m'écoeure, je suis comme, si ton propre sang t'écoeure, va chez le psy. Là. Non, mais sérieusement, reviens-nous. Là. Non, mais ben, je comprends. Si ton sang, quand t'es Non, blessé, non. c'est l'association, mais parce que ça, c'est naturel. C'est Oui, ça la même à ça, distinction. c'est du sang, c'est ton corps. Tu sais, je comprends, il y a des gens qui ont des phobies, là, mais sinon, honnêtement, moi, ça me va chez le psy. Non, va chez le psy. Il n'y a rien d'autre à dire. En attendant, on Ouais. va continuer de partager Oui, l'information oui, éducative. effectivement. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment là, dans le vivre et laisser vivre. J'ai utilisé des tampons pendant plus que 20 ans. Moi aussi, mais je savais pas que les coupes existaient. C'est ça. Puis là, mais après ça, quand j'ai vu les coupes, j'ai vu les modèles de disques, là, je suis oh non, moi, j'ai pas le vagin gros de même. Ça, c'est pour Mais ça on que dit tout ça, en fait, parce qu'on Ouais. comprend pas comment ça rentre, mais c'est magique. Mais même avec la coupe, moi, c'est mon ami, on était en souper de couple, on parlait d'écologie, puis là, elle dit, ah ouais, j'avais de plus en plus de misère à me trouver des tampons avec applicateur en carton, et que j'ai Ah, puis c'est switché pour la tellement coupe. Puis là, je suis, mais là, moi, j'ai pas le vagin gros de même, comment tu fais? Puis là, elle dit, ben, t'applies. Je fais, tu sais, Puis c'est en même temps, niaiseux de même, là. oui, c'est niaiseux. Puis, mais tout le monde, ça rentre, là. Il y en a probablement que non, parce qu'ils ont des conditions spéciales, mais je veux Oui, dire, c'est ça. évidemment, comme n'importe quoi, mais je veux dire, ça te donne une impression On a que un ça rentre épisode pas. sur le mais- vaginisme qui s'en vient bientôt Oui, là-dessus. une là, ouais. vaginiste. Non, pour le vaginisme, tu sais, les contractions involontaires du vagin qui font en sorte OK. que tu pourrais pas mettre OK. un tampon ni une coupe menstruelle. OK. C'est une condition. Ah ouais, ben justement, ouais. c'est ce que je te dis, mais de façon générale. Puis justement, il y a comme une misconception qui vient avec le fait que tu sors ton sang, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Tu le produis naturellement, je veux dire. Puis moi, ça, je trouve que c'est ce sur quoi il faut faire de la pédagogie. Parce que moi, l'aspect environnemental, c'est vraiment pas ça qui me motive. Moi non plus. C'est vraiment l'aspect pratique. Même si c'est ça qui m'a fait. Finalement, là. oui. Mais Mais- c'est l'aspect pratique. Tu n'as jamais à le changer dans la journée. C'est pas dégueulasse, ça coule pas. Je dis ça en même temps. C'est une petite anecdote. Moi, j'encourage vivement mes amis à prendre des coupes. Puis une de mes amies avec qui je travaillais au bureau, au début de l'été, il me semble, elle était toute habillée en blanc, elle était belle, puis elle était dans ses menstruations. Puis elle avait essayé une coupe parce que je lui avais fortement conseillé, tu sais. Mais finalement, c'était pas la bonne grandeur de coupe. Il en aurait fallu une plus grande parce qu'elle avait un grand flux. Je suis désolée. Fait que là, la pauvre était habillée en blanc, puis elle s'est toute salie. Puis là, je me sentais super mal. Puis je disais, oui, mais faut que t'as lock, tu sais. Non, mais pour moi, là, ça a jamais marché, les coupes traditionnelles. Non? Parce que, dans le fond, comme ça tient dans le canal vaginal, là, puis moi, j'ai commencé à essayer les coupes pour des raisons d'écologie, en mettant ma fille aux couches lavables. Donc, j'avais déjà accouché. Peut-être que c'était ça qui faisait que ça tenait pas bien. Mais moi, elle tenait... En tout cas, il y avait des fuites. Tu sais, ça coulait comme C'est ça, sur il y a les quand même beaucoup de côtés. gens qui ont des fuites. Mais ce qui est différent, c'est pour ça que j'ai appelé l'entreprise Fornix, parce que quand j'avais vu ça, ces disques-là, je dis jamais. Puis quand j'ai compris que, OK, le disque, dans le fond, il se positionne dans le fornix vaginal. Puis la différence, tu sais, tout ça, C'est pour c'est ça le que ça vagin. s'appelle C'est pour ça que fornix. ça s'appelle fornix. C'est pour comme un... Le fornix vaginal. Ben oui, parce que dans le fond, le canal vaginal, lui, il est entouré des muscles du périnée. Les muscles du périnée ici, là. Oui. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça tient. Puis c'est pour ça qu'il y a différentes grandeurs de coupe menstruelle traditionnelle. Parce que plus tes muscles relaxent avec l'âge, Naturellement. c'est ça. Donc, tu as besoin d'étirer un peu plus pour que ça tienne. Mais il y a certaines personnes pour qui, même la plus grande des tailles, fonctionne pas. OK. Et le disque menstruel, c'est que c'est les os du bassin qui le tiennent en place. OK. Fait que quand même bien que tes muscles du périnée, ils tiennent pas lâchent. bien. OK. Ben, c'est ça. Fait que, ou que ça contracte aussi, tu sais, Oui, des mais tes fois. os contractent pas. Oui, je comprends. Ben non, c'est ça. OK. Fait que là, tu sais, c'est comme un point de C'est discussion, comme une un point de sécurité départ. supplémentaire de plus dans ton cas. OK, c'est intéressant. Ouais, ben non, ben c'est l'autre, ça marchait juste pas. Le seul ouais. mandat d'un produit menstruel, c'est de prévenir les fuites, sinon Oui, on n'en prendrait sinon, pas. on n'en prendrait pas. Mais d'accord, ouais, non, c'est ça. On est d'accord. Ben c'est ça. Fait que c'est un point de départ là, à la discussion, là, parce que justement, il y a tellement de préjugés qu'il y en a plein qui disent hey, non, moi, jamais ça va rentrer. Puis finalement, tu sais, quand tu comprends, tu fais ah, OK. Puis tu sais, j'ai full d'empathie pour cette personne-là. J'ai passé par là il n'y a pas si longtemps. Là. Fait que, tu sais, peut-être qu'un jour, mais tu sais, comme tu dis, c'est des amis qui te convainquent. Oui. Les personnes qui vont te convaincre, c'est pas. En fait, moi, pour la petite anecdote, c'était pas. On m'en avait parlé long souvent. Puis de défaire un comportement ancré d'achat, qui est celui d'acheter des tampons. Puis pour te raconter l'histoire, il y a quelques années, j'étais chez Avril supermarché et j'avais besoin de tampons. Et là, je me dis, ah non, là, il va falloir que je m'achète des tampons en carton. Puis là, l'applicateur, c'est de la merde en carton. Parce que c'est mou. Mais tu sais, on est chez Avril, c'est sûr qu'il n'y a pas de Tampax avec l'applicateur facile en plastique. Fait que là, je me ramasse devant ça, puis j'étais comme, moi, les tampons en carton, ça me fait chier. Puis là, je vois à côté une coupe. Puis là, je me suis dit, bon, ouais, c'est le jour où j'essaye.
Fait que je l'ai acheté, puis depuis, j'ai la même. Puis OK, là, OK. c'est comme ça que ça s'est Ah, mais passé. c'est là. cool! Fait que t'as été ta propre amie, là, qui t'a Oui, dit, exactement, hey, let's go, fais exactement. ça. Puis ouais, j'ai été ma propre amie, puis oui, c'est ça, exact. Et puis tantôt, tu me disais au bureau, tu sais, on est plusieurs à planifier notre horaire. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Parce qu'il y a quelqu'un qui me posait une question là-dessus. Fait que je trouve ça Oui. super, parce que j'essaie de le faire, mais je veux tellement m'adapter à l'horaire. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui est disponible, ben, je vais pas dire, hey, Ouais. non. Comme là, tu sais, je suis menstruée, je vais pas dire, hey, tu sais quoi, je veux pas être dans ma meilleure phase, tu Ben, sais. c'est pas évident, par exemple, parce Ouais. que Mais moi, comment tu fais j'ai ça? appris vraiment tard dans la vie comment fonctionnaient les phases. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Oui. Chez les femmes, on est d'accord, là, nous, notre cycle menstruel dure 22 jours. C'est ça? Ah! C'est une question? 28, ah non, 28, en OK. moyenne, en Bon, moyenne, tu vois? en moyenne. Bon, 28, mais effectivement. Entre 21 et 35. OK. Fait que ça doute parce que moi, il dure à peu près 28, 22. OK. Mais où je veux en venir, c'est qu'on n'est pas vraiment consciente de ce fameux cycle. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, assez jeunes, dans une certaine génération, on a pris la pilule. Moi, j'ai pris la pilule en continu pendant 15 ans. Jusqu'à un jour où une de mes amies qui essayait de tomber enceinte depuis des mois m'a dit « Flo, si un jour tu vas avoir des enfants, tu devrais penser d'arrêter plus tôt que tard parce que ça prend beaucoup de temps avant que tu reviennes sur un cycle normal. » Ça fait des années de ça. Et elle m'a tellement fait peur que j'ai arrêté de prendre la pilule après ce moment-là et j'ai redécouvert mon cycle. C'est-à-dire que je prenais la pilule en continu, morte de rire. Continue. Là. Moi, j'arrêtais pas aux 3 mois. Là. Pas de temps pour ça. Là. J'ai pris ma pilule en continu de mes 12 ans à mes genre 29 ans. Fait que t'avais pas de menstruation, jamais là. OK. Jamais. Très rarement, quand, mettons, j'avais oublié un paquet de pilules. Puis des fois, je sais pas, au bout de 1 an, je trouvais que ça avait pas de bon sens de pas avoir du tout de menstruation. Puis j'étais pas full informée. Fait que j'essayais d'arrêter pendant 1 semaine. Puis là, je trouvais ça épouvantable. Puis je la reprenais. Gros saut. Ça pour dire que quand j'ai arrêté de la prendre, j'ai redécouvert c'était quoi un cycle menstruel. Pour ne pas dire j'ai découvert, point. Je suis tombée en bas de ma chaise. J'ai pensé que je faisais une dépression parce que je comprenais pas c'était quoi les signes que je vivais. Là, comme tout le monde, j'ai téléchargé l'application Flow sur mon téléphone ou autre application. Et je me suis mis à m'informer et à comprendre. Donc, les fameuses phases lutéale, folliculaire, le prémenstruel. Moi, je savais pas qu'on ovulait. Puis ça peut sembler vraiment déstabilisant, mais à l'époque, je voulais pas avoir d'enfant, j'étais encore jeune. Je savais pas qu'on ovulait à une période spécifique dans le mois, que c'était tout le temps la même période. Bien, la même période, tu sais, c'était toujours... Puis on le sent physiquement. Tu sais, maintenant, moi, je veux dire, je peux te dire, puis probablement que toi aussi, évidemment, quand on ovule pas, on n'est pas la même personne, là. Non. Puis c'est fou raide parce que c'est biologique, puis évidemment, le corps humain puis le corps de la femme est une machine exceptionnelle. Puis quand tu links avec ce que ton corps t'envoie comme message plutôt que de te couper, parce qu'en prenant la pilule en continu, je me coupais complètement de la connexion avec mon cycle menstruel. Tu es capable de rentrer beaucoup plus dans ta féminité, dans ton corps. Mais c'était toute de la nouvelle information, ça. Et je me suis mis à, donc, un peu plus m'adapter à mon cycle menstruel, parce que force est d'admettre que tu n'es pas la même personne prémenstruelle que quand tu ovules, même que tu es probablement les 2 personnes les plus différentes au monde. Et j'ai commencé tranquillement à travailler avec mon cycle pour idéalement optimiser mes périodes d'énergie, de grande concentration et me donner du lousse dans mes périodes où c'était plus difficile pour des raisons hormonales, parce que j'ai vraiment envie de pleurer chaque fois, chaque mois. Puis je trouve ça fascinant parce qu'avec la quantité d'informations puis de contenu qui est à notre disposition aujourd'hui, puis on a toutes presque une application pour se tracker maintenant, il reste que j'avais cette discussion-là il y a très peu de temps avec une de mes très bonnes amies qui pleurait pour je sais pas quelle raison au téléphone. Puis là, j'essayais de dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis tout. Puis je pensais que c'était une affaire de gars. Puis à la fin de notre appel, j'ai dit, t'es sûre que t'es pas prémenstruelle en ce moment? Elle dit, non. Puis elle dit, moi, de toute façon, en ce moment, j'ai pas de relation sexuelle, j'utilise pas mon application. Bon, ça a fini de même. 2 jours après, elle m'appelle. Je suis tombée dans ma semaine, excuse-moi pour le braillage au téléphone. Puis j'étais comme, mais on est toutes pareilles. À chaque mois, c'est la même chose. Puis ce qui est fascinant, puis je sais pas si toi, tu l'as déjà vécu, comme je te disais, moi, je suis à la tête d'une équipe de filles. Et quand des filles sont tout le temps ensemble, leur cycle se sync. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est de la magie. C'est tellement awkward. Tu sais, tous mes employés, on est d'accord qu'on n'a pas tous le même cycle menstruel. Mais à force d'être tout le temps ensemble, biologiquement, physiquement, on finit toutes par avoir exactement le même cycle. Puis ça, moi, ça me jette à terre à chaque fois. Là. Puis tu sais, à chaque fois, on dirait qu'on tombe des nues. Parce que j'ai une boîte de tampons pour les urgences, justement, quand on ne sait pas au bureau, puis là, on tombe dans notre semaine.
Puis régulièrement, c'est comme, ah, mais j'ai pris le dernier. Shit, moi aussi, je suis tombée dans ma semaine. Puis là, on est comme, aïe, aïe. Fait que c'est quand même intéressant au bureau, donc, d'essayer de synchroniser notre cycle avec notre horaire. Ceci étant dit, je te disais, en ce moment, je suis dans ma phase. J'ai fini d'ovuler. Fait que là, je suis dans la phase après qui est mon automne. T'es meilleur que moi sûrement là-dedans. Tu vois, demain, je donne une conférence, puis je me disais, mon Dieu, que ce serait exceptionnel si je donnais ma conférence quand j'ovulais, parce que j'aurais tellement d'énergie, je serais tellement bonne, je serais tellement la meilleure version de moi-même, mais c'est pas le cas. Fait que c'est pas toujours possible. Mais j'essaie d'éviter les gros pitchs, les conférences, les horaires vraiment difficiles quand je suis prémenstruelle. Surtout, moi, c'est vraiment la pire période. Menstruée, c'est pas si pire. Le reste de mon cycle est assez stable, mais prémenstruelle, je veux même pas me côtoyer moi-même, là. Le moins possible. Je trouve ça le fun que ce soit toi qui nous le dise parce que tu es une femme d'affaires à la tête d'une entreprise. Tu sais, souvent, on va plus entendre des personnes un peu plus hippies nous le dire. Non, mais t'as raison. C'est ça. Faut le démocratiser. Je pense, ouais. c'est quoi? Qu'est-ce qui facilite les choses? C'est que je suis dans une entreprise qui est, à part mon père puis qui est plus là présentement, qui est strictement féminine. Parce que, tu sais, si les gens ne le savent pas, le cycle hormonal d'un homme, c'est 24 heures. Le cycle hormonal, donc, d'une femme, c'est le cycle menstruel, donc, de 20, comme tu dis, de 21 à 35 jours. Et donc, tu sais, c'est vraiment complètement différent. Puis c'est très... J'ose imaginer que pour les hommes, c'est très difficile à comprendre. Puis, tu sais, on entend souvent des commentaires passés comme « Ah, c'est le moment du mot où tu deviens un monstre » ou « Tu pleures sans cesse ». Puis eux, ils vivent jamais ça, tu sais. Puis nous, on le vit tout. Fait que moi, je me dis juste, il faut en parler. Puis il faut capitaliser là-dessus parce que moi, je sais que Florence, quand elle ovule, she's a superwoman, yo. Ouais. Elle est vraiment cool. Mais Florence, prémenstruelle, comme je te dis, c'est une catastrophe. Puis tu sais, c'est pas pour rien. Moi, ma mère puis mon chum sont syncés avec mon application, Flo. OK. Mon chum, parce que c'était pour voir venir si j'ai envie de manger de la scrap puis d'être en petite boule sur le sofa, mettons. Puis ma mère, c'est parce qu'on est super proches, ma mère puis moi, puis elle est très sensible quand j'ai des sautes d'humeur. Fait que là, c'est comme, OK, mais le flow, elle va être de même. Fait que c'est correct. Je vais la laisser passer, c'est pas contre moi. Ben c'est ça, c'est plus facile d'avoir de l'empathie quand Aussi. tu connais les Exactement. circonstances dans lesquelles la personne est. Exactement. Puis même pour nous aussi, là, ça permet de relativiser. Tu sais. Ça fait de dire, tu sais, mon ami qui pleurait, comme je te disais, sa situation était pas dramatique, mais dans son point de vue, à ce moment-là, elle était dramatique. Puis finalement, en se disant, OK, j'allais tomber dans ma semaine, t'es comme, OK, je suis pas folle. Tu sais, j'étais pas un mess tant que ça. J'avais des raisons, j'avais les hormones dans le piton. C'est ça. L'émotion reste réelle à ce moment-là. Absolument, mais t'es comme tellement à fleur de peau. Mais la raison, tu sais que, oui, je le sais que dans tant de temps. puis à la limite, c'est quoi? C'est parce que t'es en santé. Si ton cycle menstruel fonctionne, Oui. c'est que t'es en santé. Parce qu'on sait que les gens qui, à plein niveau, quand ils ont des maladies, quelles qu'elles soient, parfois le cycle menstruel, tu sais, est déréglé complètement, arrête. Donc, si ton cycle continue, pour moi, c'est comme un signe que t'es capable aussi d'avoir que t'es en santé, mais au-delà de ça, puis si tu sens les signaux, c'est que t'es connecté avec ton corps. Puis ça, c'est important, puis c'est difficile. Dans le monde où qui va tellement vite, où on est connecté sur nos téléphones bien plus que sur ce qui se passe en dedans de nous, d'écouter ses symptômes puis d'être à l'affût de ses symptômes, à mon sens, c'est essentiel. Et c'est ça, c'est non seulement essentiel, c'est puissant, là. C'est très puissant. Puis c'est ça qu'il faudrait réaliser qu'en laissant plus de latitude aux personnes qui ont un cycle naturel. Parce que quand tu es sur la pilule, tu sais, ça, tu le ressens pas, là. Tu l'as pas, ce cycle-là, comme tu dis. Mais si on laissait plus de latitude, si on avait confiance en nos employés, moi, je pense que les entreprises en bénéficieraient, là. OK, peut-être que tu vas un petit peu moins travailler ou être moins efficace dans ta phase prémenstruelle, mais dans ta phase d'ovulation, là, tu vas rocker. Mm-hmm. Fait que, tu sais, tout est une question de T'as raison, confiance. mais ça, tu vois, puis, pour être boss, je le fais pour moi, puis je le comprends quand mes employés le font, mais je me fais l'avocat du diable, puis je me dis, surtout être un homme, mettons que j'arriverais avec une employée qui me dit ça, je trouverais ça compliqué à recevoir parce que je suis pas assez, j'aurais probablement pas l'information puis l'éducation pour avoir réalisé à quel point c'est important. Puis c'est ce que tu contribues à faire en ce moment, puis c'est ce qui fait que moi, j'ose en parler là publiquement sans jamais aucun tabou. J'ai déjà accordé des entrevues à ce sujet-là, puis il y a eu des articles dans les journaux, puis tu sais, des fois, je voyais un certain inconfort auprès de certaines personnes que je connais, évidemment majoritairement des hommes. Florence, tu parles de menstruation dans le journal. Pourquoi j'en parlerais pas? Mais oui, de toute Je façon, veux dire, on m'a tout posé le la monde question. vient Je suis pas là avec une pancarte dans la rue, là, mais on m'a posé la question. Je suis une femme, je veux dire, puis pourquoi pas? Ça fait partie de ma réalité comme bien d'autres choses. Ben c'est ça. Puis dans quelques années, là, moi, je pense que le tabou va vraiment être derrière nous. Puis pour ça, ben il faut que je pense que les hommes se mêlent à la conversation. C'est pas faire du mansplaining, s'intéresser à l'autre. Non. Puis dire comment tu te sens. Ah, mais moi, je fais t'sais. exprès, mais c'est une bonne histoire, ça. Vas-y. Je suis pas tellement dédaigneuse, tu l'as peut-être compris, pour ça que je dis aux gens que c'est leur propre sang les écœurs d'aller chez le psy, mais je persiste et signe. Moi, ma divoca,
je la laisse sur mon comptoir de salle de bain. Au début, aux grandes dames de mon chum. Puis elle n'est pas sale, là. Je la nettoie, bien sûr. Puis pour les gens qui en ont jamais vu une, on est d'accord, là, c'est comme Une petite coupe à champagne. Une petite, oui, mon Dieu, que c'est poétique, même, c'est presque festif, comment t'en parles. Une petite coupe à champagne, bon, en silicone épais. Puis c'est pas dégueulasse. Puis je la laisse sur le comptoir. Les premières fois, mon chum, il me regardait, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis, un moment donné, je lui ai juste dit, tu sais que j'en ai une, tu sais que je la mets, il n'y a pas besoin de l'avoir, on est bien d'accord. Moi, personnellement, je perds tout ce que je possède. Donc, c'est une façon pour moi de ne pas la perdre que de la mettre tout le temps à quelque part. Mais je me trouvais quand même audacieuse de la laisser sortir auprès de mon chum parce que, puis là, ça me faisait rire parce que lui, il appelle ça une vagina cup. Bref. Puis récemment, je suis allée chez une copine qui habite toute seule avec son fils et sa coupe était sur son comptoir aussi. Puis là, d'abord, ça m'a fait, mon Dieu, je comprends pourquoi on est amis. Puis là, j'ai dit, t'as pas rangé ta coupe avant que j'arrive? Puis elle me dit, ah ben non. Puis je me suis vue avoir eu la même interaction avec mon chum. Puis je me disais, OK, moi, je suis une femme. Puis je suis surprise qu'elle laisse sa coupe sortie. Ah, toi, t'as pas de surprise parce que, elle a fait comme moi. Ça t'a surprise parce que Oui, ben j'étais comme, OK. ben voyons. Puis après ça, j'ai fait, ben je fais la même affaire dans le fond. Puis je m'en fous qu'elle en ait une. Puis, tu sais, elle laisse sa brosse à dents sortie, sa brosse à dents la met dans la bouche. Ah, c'est intéressant. Tu sais, Ouais. en tout cas, le parallèle avec la brosse à dents est peut-être boiteux, mais en fait, je suis en réflexion avec moi-même, tu sais. Moi, je voulais un petit peu challenger mon chum, je pense. Puis dans le fond, ça m'a peut-être challengé de voir que mon ami faisait ça. Puis là, j'ai fait, oh, OK, double standard, c'est Florence, là. Faut travailler là-dessus. Puis là, je le partage en me disant... Mais c'est très bien, il faut le oui, nommer. mais il faut le nommer, c'est ça. Ben oui. C'est ça. Puis finalement, c'est drôle, je suis retournée chez elle la semaine dernière. Sa coupe est encore là, puis ça m'a pas rien fait. Je suis même allée dans la salle de bain voir si elle était encore sortie. C'est ça. Faut dire que c'est sa salle de bain d'invité en plus, là, tu sais. C'était pas sa salle de bain à elle, là, dans sa chambre. Bref. Ah, OK. Mais tu sais, avec un enfant, là, c'est la meilleure affaire. Je pense pas que son enfant, son fils, c'est un petit gars en plus, ouais, qui la voit puis qu'il soit pas surpris. T'as raison. Ben, non, mais à l'école, là, s'il voit une petite fille avec du rouge, là, je pense pas qu'il va la stigmatiser puis rire d'elle. Je pense qu'il va plus comprendre que ça fait partie de la vie, puis, tu sais. C'est drôle que tu dises ça parce que pour la petite anecdote aussi, le souvenir que j'ai de la journée que j'ai eu mes menstruations, je pense que j'avais 11 ou 12 ans, puis tu vas comprendre pourquoi je le raconte. J'étais dans un camping j'étais pas avec ma mère, puis j'étais pas chez moi. J'étais avec une de mes tantes. Puis ce soir-là, j'ai joué, je pensais que c'était la bouteille. J'ai essayé de m'en rappeler tantôt, mais c'était à Vérité ou Conséquences, jeu fortement populaire à une certaine époque. Je me rappelle qu'on était dans pas une tente, mais pas une caravane, comment on appelle ça? Une tente roulotte. Puis là, tu sais, comme dans les films, là, avec une lampe de poche de même. Fait que j'ai 11-12 ans. Tu sais, tu commences la puberté et tout. Puis il y avait un gars puis une autre fille de mon âge. Et dans le Vérité aux conséquences, j'avais choisi Vérité. Et le garçon m'avait demandé, est-ce que tu as tes règles? Et je me rappelle pas ce que j'ai répondu, mais je sais que je les avais pas. Puis là, je réfléchissais puis je me disais, est-ce que ça avait une connotation sexuelle ou quoi que ce soit de dire j'ai mes règles ou pas? C'était quoi son intention? Parce que dans Vérité ou conséquence, tu poses une question qui est généralement pour générer quelque chose. T'sais. Peu importe ma réponse, j'ai eu mes règles cette nuit-là. C'est vrai! Ouais, puis c'est quand même fou parce que puis j'étais pas chez moi. J'étais dans un ish camping avec ma tante, puis je me rappelle de la gêne puis de l'inconfort que ça génère, puis je pense que c'est un sentiment universel, tu sais, puis même si ce sera plus tabou la première fois, t'es juste inconfortable, c'est mouillé, c'est pas le fun, c'est du sang, c'est visqueux, tu le sais pas, c'est pas comme du sang ici, tu sais. Puis bref, c'est quand même une drôle d'anecdote, tu sais, c'est comme si de nommer, que quelqu'un le nomme devant moi, écoute, c'est probablement pas ça qui est arrivé, là. Tu sais, je pense pas que c'est universel, mais je pense que par contre, c'est probablement, malheureusement, la majorité qui pense comme ça. Puis c'est pour ça que je voudrais donc... Puis c'est pour ça qu'à la fin de... Là, toi, tu l'as raconté comme d'emblée, là. Mais à la fin de chaque épisode, je demande toujours à l'invité de raconter ses premières menstruations. Parce que, justement, chaque... Tu sais, c'est très différent. Il y en a quelques-unes un peu similaires, mais chaque situation est unique. Puis comme ça, je trouve que ça donne des outils aux enfants à... OK, si ça m'arrive... au moins, je saurais qu'est-ce que cette personne-là a fait ou, tu sais, comment... C'est drôle que tu dises ça. Il y a quelques semaines, j'étais en vacances, puis à la plage, il y avait une toilette chimique. Puis je faisais la file pour la toilette chimique, puis c'était long. Puis la madame juste en avant de moi, un moment, elle s'excusait. Puis là, je me suis dit, OK, elle doit être avec la personne qui est dans la toilette chimique.
puis elle s'excuse que ce soit long. C'était tel que tel, je suis en vacances. Fait que tu sais, passé 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe. Et là, finalement, la personne est sortie. Puis c'était une jeune fille. Puis j'ai remarqué qu'elle donnait, donc c'était sa mère, j'ai compris après, qu'elle donnait à sa mère le papier de son tampon. Puis tu sais, elle était, écoute, entre 9 et 11 ans, là. Puis une toilette chimique, en plus, mettre ton tampon, faut pas que tu l'échappes. On s'entend que c'est un petit peu désagréable, une toilette chimique, il n'y a pas vraiment de poubelle, etc. Puis j'ai tellement eu une vague d'empathie, là. Tu sais, c'est pas le fun aller aux toilettes à la plage, là. Tu sais, t'as chaud, t'as plein de sable, t'es collant, la crème solaire, c'est de la merde. Et dans la toilette chimique, ça sent le vie. Puis là, elle se met un tampon, la pauvre. Puis sûrement qu'elle est stressée. Écoute, ça rentre difficilement. Tu sais, les premières fois, c'est pas le fun. Puis là, quand tu le mets pas bien, tu sais comment c'est désagréable. Mon Dieu, que j'avais de l'empathie. Puis je me disais, oh, j'étais comme... écoute, c'était vraiment une émotion pure, là. J'avais quasiment envie de prendre elle puis sa mère dans mes bras et de dire, prenez votre temps, retournez-y si vous voulez, tu sais. Puis ben, parce que ça nous connecte toutes, tu sais, parce qu'on a tout ça. Ben oui, c'est ça. Puis tu vois, récemment... Je trouve qu'on que tu n'avais pas parlé de ta coupe menstruelle. Mais je trouvais qu'elle était jeune, tu sais. Je me suis dit, peut-être que... Je pense que c'est peut-être normal au début que les gens commencent avec les serviettes puis le tampon, mais peut-être que ça commence plus jeune. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être comme je te disais tantôt, l'aspect de la virginité aussi qui contribue à donner une impression que ça brise la virginité, un peu comme le tampon. Moi, je me rappelle que le tampon, ça n'a pas été introduit chez moi rapidement à cause de ça, je pense. Okay. Mais c'est mon interprétation, je ne l'ai jamais demandé à ma mère. Mais ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, là, tu parles du cycle menstruel, l'équité menstruelle, la santé menstruelle. On entend de plus en plus parler, notamment grâce, lançons-lui des fleurs à Véronique Cloutier, de la ménopause depuis quelques années. Puis ça fait partie des... Moi, je trouve que ce qu'elle a fait avec sa prise de position, avec les relations de presse, les relations publiques, le lobbying qu'ils ont fait autour de ça, c'est vraiment exceptionnel parce que pas n'importe qui aurait pu le faire. Puis dans sa posture à elle, ça a eu un beaucoup plus grand impact. Puis moi, je trouve que ça a beaucoup consolidé son image publique. Bref, je m'écarte parce que ça, c'est mon expertise, puis je la nomme souvent comme exemple en personal branding. Mais où je veux aller avec ça, c'est qu'éventuellement, tu sais, d'avoir aussi énormément d'informations sur la vitalité de notre échéance menstruelle, parce que c'est perçu comme ça pour beaucoup de femmes à la ménopause. Ouais. Tu sais, puis le pic de ta libido qui vient plus tard, bon, dans la vie que l'homme, puis qui tombe complètement du jour au lendemain après la ménopause, selon les hormones, etc. Ça, c'est important. Puis quand tu commences à être menstruée, je pense que la majorité des jeunes filles ne savent pas qu'à un moment donné, ça a une fin. Moi, je l'ai appris quand même tard dans ma vie. C'est vrai? Absolument. OK. Moi, j'avais aucune idée qu'un moment donné, dans la vie, t'arrêtais d'être menstruée. OK. No clue. T'étais-tu contente quand t'as appris ça? Moi, peut-être un peu, oui. Mais en même temps, non, parce que je trouve que c'est une façon d'être connectée à mon corps, comme je te dis. Puis là, j'ai comme appris à le gérer. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas plus su. Puis moi, je suis allée dans une école de filles, il faut savoir, primaire, secondaire en plus. Là. Fait que j'en ai vu des femmes, là, tu sais, dans le sens que c'est pas parce que c'était tabou, c'est pas parce que j'ai plein de frères, pantoute, là, je suis enfant unique, j'ai plein de tantes, j'ai juste des tantes, en fait. J'étais allée dans une école de femmes pendant plusieurs années, mais j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Mais ma vision, là, c'est qu'on enseigne dès le primaire. Bien sûr. Moi, j'ai une collègue, là, dans mon ancienne vie, là, elle nous avait raconté la première fois qu'elle était menstruée, là, qu'elle était menstruée. Elle était sûre qu'elle était en train de mourir, qu'elle était en hémorragie. Oui. Et là, elle ne voulait pas le dire à son père pour pas déranger les plans familiaux. Mais là, après 2 jours, elle s'est dit, mais là, tu sais, si je meurs, ça va peut-être déranger aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle a questionné. Puis, ouais, c'est ça, tu sais. Mais il y en a beaucoup comme ça. Ben, il y y en a beaucoup trop. C'est pas la majorité, il doit en avoir de mais... moins en moins, évidemment, parce que l'accès à l'information est beaucoup plus libre. Là. Avant, les jeunes n'avaient pas la possibilité de s'informer comme aujourd'hui. Maintenant, sur les plateformes sociales, c'est assez. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il existe un courant, soit par exemple sur TikTok ou Instagram, qui sont plus adaptés, d'influenceurs très axés santé féminine, cycle menstruel? C'est quelque chose qui existe ou c'est un pilier narratif que certains influenceurs vont avoir? T'as des personnes qui, naturellement, vont en parler plus. T'sais, moi, les premières personnes que j'ai contactées, Rosémie Automne-Témorin, Rosalie Bonenfant, puis Sarah Maud Beauchesne. Naturellement. C'est ça. Mais tu vois, les filles ont des postures que tu viens de nommer, les 3 postures très féministes revendiquées, ce qui est très bien, puis les 3 sont extraordinaires, entendons-nous bien. Puis moi, c'est aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, parce que ma posture peut sembler complètement différente. Les gens me voient en soute, puis en termes d'affaires, mais je suis la pire féministe qu'il n'y a pas. Là. Je veux dire, je suis là, mais c'est juste d'une autre façon, parce que j'ai une posture différente dans la société. Puis quand je dis la pire... Ben ouais, c'est ça. Non, mais la pire, pas du tout d'une façon négative, mais je suis très entièrement
dévouée de ce côté-là. Je suis juste pas militante parce que le temps me manque. Mais je veux dire, Moi, je pense que... Je suis militante d'une autre façon. Ben, c'est ça. Tu sais, militant, là, c'est pas aller... Non, mais en fait, je te dirais ça. Moi, je crie pas. Je fais pas ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je pense que c'est de communiquer différemment. C'est ça. Puis absolument. Puis c'est pour ça que je parle régulièrement de ce sujet-là dès qu'on m'ouvre la porte. Au début, ça me mettait mal à l'aise. Puis finalement, ça fait tellement partie de ma vie que je le fais. Mais on l'associe pas d'emblée avec moi. C'est un peu ça que je veux dire. Ouais, moi, je trouve que de par ce que tu dis, tu éduques. Tu sais, t'es beaucoup dans l'éducation, dans tes capsules aussi. Moi, c'est ça que je veux. Tu sais, je veux qu'on puisse apprendre aux pêcheurs à pêcher, apprendre à l'homme à pêcher, plutôt que d'y donner des poissons, tu sais. C'est bien. Je pense que c'est la première fois que j'entends cette expression-là. Mais c'est une très belle expression. Mais tu sais, je suis plus dans cette vision-là. Puis c'est un peu ça aussi que j'essaie à faire avec Fornix. Tu peux pas être indépendant à la nourriture. Mais quand tu vas dans une banque alimentaire puis on donne une barre de tampons, ben le mois d'après, t'en as plus. Donc, mais si on donne une coupe menstruelle, ben t'es bon pour 10 ans. Est-ce que t'en donnes dans le... Oui. Ben, en fait, pour chaque 10 vendus en ligne, on en donne un autre à un organisme de charité. Tu vois, je savais pas ça, on en donne beaucoup plus à Monthly Dignity, qui est comme un peu le centre-aide à Montréal, qui redistribue, dans le fond, selon les besoins. C'est fabuleux, ça. Parce que puis c'est bien mieux qu'il y ait des coupes, justement, parce que si on a des soucis financiers, on est bien d'accord, des coupes des disques, que ça te règle la patente pour 10 ans, là. Ben, c'est ça, ça coûte cher, des produits menstruels. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, en plus, tu te le fais donner. Puis, on offre aussi des rabais pour toutes les organisations qui en donnent. Fait que, comme ça, on encourage l'équité menstruelle. Ceux qui l'achètent à 54 sur notre site, ben, nous aident, tu sais, contribuent au système Fornix pour contribuer à l'équité menstruelle. Puis, ben, tu sais, comme ça, puis avec, ben, les recettes, on fait le podcast, on fait du contenu éducatif, puis de fil en aiguille. Ben, en tout cas, merci pour ton partage aujourd'hui. Merci à toi, Marielle, de l'invitation. J'aurais jamais autant parlé de mes règles. Ouais, tant mieux. C'est plate, je suis pas dans ma semaine. Dans notre ovulation, c'est bien meilleur. Ça me fait rire. Cool. Bon, ben merci. Bye. Merci à toi.